comment, Patrice, ne pas parler d'impression ou d'imprimante sans faire une petite mention honorable, ben, plus qu'honorable, à Ben oui. Gutenberg, Ben oui. qui en 1454 s'est fait donner le titre d'imprimeur ou d'invention d'imprimerie. Et là, j'entends un de mes amis journalistes me taper sur l'épaule, qui tantôt me rabrouait dans une de mes publications en disant là, Patricia, faut que tu dises que c'est pas lui qui a inventé l'imprimerie. T'as raison. L'imprimerie en tant que telle, ou le principe de changer des lettres pour imprimer, a été inventé plus ou moins 500 ans avant par les Chinois. Puis on vous l'a déjà dit plusieurs fois dans la chaîne, souvent, les inventions ne sont pas le fait d'un seul homme. Et malheureusement, il y a quelqu'un qui se fait donner le beau sticker et le trophée de l'inventeur, puis il n'est pas tout seul, ou il l'a pas vraiment fait lui-même, ou il a pris l'idée de quelque part, ou ces choses-là. Donc, on va rester factuel dans le sens de ce qu'on croit en ce moment, qui est partagé, Gutenberg étant le premier, mais sachez que mon ami a tout à fait raison, ça a été inventé 500 ans auparavant. Les premières imprimantes, curieusement, Patrice, ça commence autour de 1900, 1890, 1900 dans ce coin-là. Souvent, ça j'ai appris ça, c'est curieux. Les bureaux de recensement américains mettaient de la pression pour pouvoir avoir des données. Ça devenait hyper capital et c'est là qu'on commençait à apparaître les fameuses cartes à poinçons et on cherchait des machines qui étaient capables de les imprimer, des lire et des processer. Et James Power a parti d'une machine, d'une compagnie qui appelait le Power Accounting Machine, qui, évidemment, dehors du recensement, lui avait vu l'argent en se disant écoute, c'est des tabulateurs, dans le fond, donc c'est l'ancêtre du Excel, donc on va se servir de ça pour toutes sortes de raisons, que ce soit, comme tu dois t'en douter, Patrice, tout ce qui est banque, assurance et tout ça, donc le marché a tout de suite embarqué. Puis à l'époque, c'était des imprimantes à barre porte-caractère. Quand on dit une barre porte-caractère, c'est un peu le principe de Nuremberg. Wow, quel beau Le lapsus de la semaine le est une lapsus de la commandite semaine. de. C'est un peu le principe de Gutenberg, c'est-à-dire qu'on fait glisser des caractères dans une barre et on a un système qui fait l'impression par la suite. Donc, c'est préprogrammé. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut faire de manière volontaire. Tu sais, on avait une série de barres pour des chiffres, pour ces choses-là. Puis je te dirais que les titres, des colonnes, des affaires qui changeaient pas trop, ça restait dans l'appareil. Donc, on est encore loin du principe de je veux ça, imprime-moi-les, puis go, ça part. On n'était pas là à l'époque. Ensuite, parallèlement ou à peu près, parce qu'il faut savoir que notre ami Power s'est inspiré de Hermann Hollerith et monsieur était un Allemand, 1921, et lui il a parti une compagnie, Patrice, qui s'appelait la Deutsche Hollerith Marchen Gesellschaft. OK? Tu mérites Ouais, un morceau l'effort. de robot. Encore là, il a fait ce qu'on appelle les premiers appareils à tabulation. Donc, c'est lui qui a donné l'idée à l'autre. Et ça a été utilisé énormément pendant la Deuxième Guerre mondiale par le parti nazi. Donc, il travaillait avec eux. La machine qu'on voit à l'arrière était là pour calculer tout plein de choses, transférer de l'information. Et ce que peu de gens savent, c'est que la DHMG, est une filiale de IBM à l'époque. Donc, Ah oui. IBM a parti toute la roue du data, de la compilation, suite à la Deutsche Rhythmischen Gesellschaft. Et écoute, je serai pas allemand tout de suite. Non, non, non. Puis c'est devenu éventuellement la société IBM qui est le International Business Machine qui est devenu par la suite. Il y a eu un flottement après ça. On a commencé à trouver que les imprimantes à ligne de caractère étaient pas très utiles. Donc, on a commencé à utiliser des imprimantes à tambour, donc des tambours contenant plusieurs milliers de caractères. Et là, on pouvait commencer à faire de l'impression de manière plus large,
tout dépendant le jeu de caractères qu'on avait, parce qu'on n'a pas, tu sais, tout le monde qui utilise le système ASCII de nos jours, il y a des milliers de caractères, mais là, à l'époque, évidemment, c'était pas le cas. Parfois, on avait comme genre 40, 50, 60 caractères et on était limité, puis on parle pas de graphique, là. On est vraiment que dans des lignes et du texte. Et c'est à peu près à cette époque-là aussi que naissent, Patrice, je sais pas si tu es au courant de ça, mais les bandes carols, ça te dit-tu quelque chose? Oui, puis non, mais vas-y, Les vas-y. bandes carols, c'est les bandes avec les petits points chaque barre. Ah oui, oui, évidemment. Là, Ça porte un nom de son inventeur, M. Carrolls, OK. qui a eu l'idée de mettre des bandes chaque barre du papier pour être capable de l'entraîner mécaniquement, de garder le contrôle, d'avoir une possibilité de diriger le papier, que ça ne s'en aille pas n'importe comment. Et c'est là que c'est parti l'idée et c'est resté très longtemps jusqu'au début de l'informatique comme moi et toi on l'a connu avec les imprimantes matricielles. Les bretelles. Moi, j'appelais ça les Les bretelles. bretelles, on détachait ça chaque barre. Oui, 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 oui. Tu vois, il y a quelque chose que j'aimais à l'époque qu'on fait plus de nos jours, Patrice. Je vais en parler quand on va être rendu là, t'as raison. OK, OK. Univac 1, première imprimante de caractère pas mal, comment je pourrais dire, une imprimante matricielle qui était hyper efficace. En 1953, pouvait imprimer 130 caractères par ligne, 51 jeux de caractères, donc caractères différents. Puis on avait une impression de 600 lignes à la minute. Donc c'était quelque chose d'impressionnant. Par contre, il faut comprendre encore là, je vous dis à l'époque, pour pouvoir envoyer une commande à l'imprimante, de lui dire d'imprimer, ça prenait 4 ingénieurs pour pouvoir se rendre jusqu'à l'étape d'imprimer. Là. Fait on est encore loin du je tape à l'écran et j'appuie sur Enter puis ça se rend à l'imprimante. On n'est pas là du tout, mais on a une évolution. Puis vous constatez dans l'image que on est encore à l'époque des meubles. Oui, 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 oui. C'était gros, là. Il y avait du rouleau là-dedans, de la chaleur, tout ça. Donc, c'était pas facile. Puis, on est absolument pas dans l'époque du tout le monde en avait un. Puis là, Patrice, je me fierai plus à toi. Mais il me semble qu'autour des années 50, que 60, ça devait pas être toutes les universités qui avaient des imprimantes. Là, ça devait être les premières qui développaient des systèmes IBM. Ça devait être assez rare. Là. Oui, puis on peut voir en arrière les boîtes électriques hein, pour alimenter ça. Oui. Ouais, c'est ça. T'as du gros fil. C'est comme, OK. C'est clairement pas fait pour monsieur et madame tout le monde. Là. Mon ordinateur a ouvert une fenêtre. Bon. Prochaine imprimante. Oui. Imprimante matricielle par IBM, la 1403, qui a été. Wow! Ça a été l'imprimante. Puis là, il y a eu quelques versions par la suite qui ont découlé de ça. Et ça a été utilisé par la NASA, par tout le développement Apollo, tout ça, cette imprimante-là était partout. Parce qu'elle était facile à installer, elle marchait très bien, elle avait une belle vitesse, puis c'était quelque chose que tu n'avais pas un système particulier pour communiquer, ça s'adaptait à peu près à tous les types d'ordinateurs de l'époque. Donc, c'est une imprimante qui a été bien, bien utile. Tu sais, tu vois, Puis, le papier, là, dans ces années-là, là, je me souviens, ouais, j'en ai vu, là, ligné. c'était ligné avec des bandes vertes puis des bandes blanches, là, puis Ouais, pour qu'on voit bien où est la rendue suite de la ligne. texte ou de ligne, ouais, exact. Ouais, ouais. Puis, tu sais, c'est des choses qu'on ne se rappelle pas, mais à l'époque, on imprimait rarement du texte pour imprimer du texte. Ce Ouais. type d'imprimante-là, tu sais, quand on voulait imprimer un livre ou une revue ou quelque chose, on ne se servait pas de ça. On allait dans une imprimerie, puis on faisait sortir le texte ou l'impression qu'on avait besoin. Ces imprimantes-là étaient pensées principalement pour afficher des calculs, des tabulations, des Excel, et des rapports quelconques. Donc, l'idée d'avoir des lignes rendait la facilité de faire une différence entre la ligne du dessus et du dessous. Et évidemment, éventuellement, on a retiré ce besoin-là parce que tranquillement, pas vite, l'utilisation s'élargissait et c'était plus exclusivement pour des chiffres. Ouais, ouais. 1970 à 77, on a Xerox qui sort très fort, qui décide d'innover avec une imprimante laser et tranquillement, pas vite, vers la première imprimante laser couleur. Je vais parler dans quelques secondes, minutes, des principes de chacune des imprimantes, mais c'était hyper intéressant à l'époque. Et la vitesse d'impression était absolument débile, la précision était débile. Et avec ce type d'imprimante laser-là,
on voyait apparaître les premières photocopies. Donc, on arrivait à faire des copies de documents, de papier, de choses. Donc, on avait ça dans toutes les grandes, tu sais, genre à la NASA, il y avait ça. Partout où il y avait des besoins de calcul importants ou d'échange de documents, whatever, on avait ce système-là. Puis vous constatez là, que c'est à peu près la grosseur d'un centre d'impression moderne, là. Si vous allez dans un bureau en gros ou ces choses-là, ce que vous voyez là, c'est à peu près ce qu'on utilise aujourd'hui, mais aujourd'hui, on l'utilise pour tout. C'est-à-dire des posters, du plastique, du papier. À l'époque, ça faisait qu'une seule chose, le bon vieux papier matriciel avec les points tout le tour. IBM 76 revient fort avec la première imprimante à jet d'encre. Et on l'appelle le IBM 6640. Puis vous comprenez là, qu'à l'époque, là, la mode était évidemment un peu comme aujourd'hui, les versions. Fait que oui, il y a eu une 54 quelque chose, une 45 quelque chose, une ainsi de suite, jusqu'à pratiquement zéro. Mais la 6640 est la première, je te dirais, qui a été officiellement acceptée comme imprimante à jet d'encre. Et pour pouvoir fonctionner le jet d'encre, en gros, ce qu'on avait, c'est qu'on avait deux plaques métalliques séparées par quelque chose qui n'était pas conducteur. Et en injectant au courant, on provoquait une ébullition très rapide de l'encre à un endroit précis. Et cette ébullition-là provoquait l'apparition d'une bulle. Et cette bulle d'air explose en projetant une goutte par une buse. Et on arrivait à être hyper précis dans la création de la bulle. Et de nos jours, et pas longtemps après, on a réussi à aller beaucoup plus loin parce que si on injectait des matériaux magnétiques dans l'encre, on arrivait à contrôler l'angle du jet d'encre dans la direction qu'on voulait pousser la bulle. Donc, ça la science derrière ça a complètement amélioré. Bubble Jet, exact, VR2, c'est les fameuses Bubble Jet. Les types d'imprimantes, là, on voit pas très bien. Je me rends compte que sur votre écran, ça peut être un peu moins visible, tout dépendant de l'écran. Alors, les types d'imprimantes se classent à peu près de tous les temps en deux catégories. On a les imprimantes avec impact et les imprimantes sans impact. Du côté gauche, on a les imprimantes à caractère. Donc, là-dedans, on retrouve les fameuses imprimantes matricielles, c'est-à-dire qui utilisent des aiguilles. Okay? C'était un lot d'aiguilles qui venait avec, sur un ruban, tu te rappelles, Patrice, une espèce de cassette Oui, infinie. oui. Et on avait plusieurs centaines d'aiguilles qui venaient taper dans ce ruban-là et ça formait les caractères, les symboles, les dessins qu'on voulait faire. On a eu avant ça toute une sorte d'imprimante. On a eu les imprimantes à tulipes qui était un peu l'équivalent d'un entre-deux de machine à écrire puis d'imprimante, là, dans lequel on avait un certain jeu de caractères puis l'imprimante pouvait écrire. Puis du côté droite, on avait les imprimantes à ligne. Là-dedans, on avait les fameuses imprimantes à tambour, les imprimantes à chaîne de lettres qu'on a parlé plus tôt, et les imprimantes à bande. Évidemment, vous comprenez que ce type d'imprimante-là n'a pas fait long feu. On peut dire que les imprimantes à impact ont presque disparu, Oui. mais ils existent encore, Patrice. C'est dans quel domaine? Oh, ça doit être un domaine précis où ils ont besoin d'imprimer avec un type de caractère précis, j'imagine, c'est tout ça? On se sert encore de ça, étrangement, dans l'impression d'échecs et Ah, dans certains domaines médicaux. Tu te rappelles le bon vieux papier Schrinkling là, qu'on autorisait notre carte soleil d'être. On avait une machine qui fait clic. Encore certains systèmes qui utilisent ce type d'imprimante à poinçon pour fabriquer des cartes. Salut Queen Bobette, oui, salut, bonjour Queen à Bobette. toi. Alors, on utilise encore ça. C'est plutôt rare, mais c'est encore là. Moi, Du je me côté de souviens, droit, faut que je te vas-y. conte ça, c'est une petite anecdote, là. J'ai un de mes amis, on était à l'université ensemble, on terminait notre bac, puis il m'appelle, puis il me dit, Patrice, je veux aller faire une maîtrise en Écosse. OK? Puis pour faire ma maîtrise, il faut que je passe un test d'anglais. Puis ce test-là, il faut que j'envoie le certificat pour que ma note soit suffisamment haute pour que je puisse être accepté là-bas. Puis il me dit, ben, ma note est comme pas vraiment assez haute
puis tu peux-tu faire quelque chose, toi, t'es geek, là? Fait que je dis, viens-t'en chez nous. Fait qu'il vient à la maison, puis là, je check son papier, puis es-tu capable de refaire ça, mais de changer le chiffre, tu sais, ou d'ajuster le chiffre? Puis là, je regarde ça, puis je dis, ouais, c'est un type de caractère pas mal spécial qui était utilisé. C'était pas un caractère standard, là, qu'on pouvait trouver C'était facilement. pas du Time New Roman, là. Non, c'est ça. Puis bon, on est dans les années 91, 92 à peu près, 91. Fait que, tu sais, les polices dans le caractère, on n'en a pas énormément. Fait que finalement, j'ai comme Du comique. réussi à. Ouais, c'est pas un comic sans, là, évidemment. Puis, mais je pense que j'ai réussi, mais il a fallu quasiment travailler en bitmap, là, tu sais, comme retravailler un petit peu pour changer. Finalement, il y avait une note suffisante, là. Il est allé en maîtrise, puis il y a eu Et bien t'as correct. fait du tempering of documents! Ouais, ouais, c'est La ça. Puis en plus, crise! je l'ai même pas fait pour l'argent, c'était juste un chum que je voulais dépanner. Et comme VA2 dit, effectivement aussi, les imprimantes à impact sont encore utilisées pour les bordereaux. Et autre désavantage des imprimantes à caractère impact matriciel, ces choses-là, c'est qu'on était limité dans les caractères, justement, dans les polices de caractères, parce que si on avait une imprimante à tambour, ben, t'as choisi Comic Sans, ben, t'es pogné avec pour tout le temps, ou à peu près, parce que ça coûtait un bras faire venir un technicien pour changer la police de caractère. Oh, ouais, c'est ça. Fait qu'on oublie ça. Fait que du côté des imprimantes sans impact, ben, on a trois grandes familles. On a les imprimantes à jet d'encre, évidemment. On a les imprimantes laser, puis on a les imprimantes thermiques. Et à quoi servent les imprimantes thermiques, Patrice, de nos jours? Mais je vais en parler un peu plus tard. OK, J'ai une OK, petite je vidéo m'en là-dessus. Mais vite, vite, c'est surtout utilisé pour les factures en boutique ou en magasin. Vous savez, Ouais, vous allez ouais. chez Bureau en gros, vous imprimez votre facture, puis là, ben, vous faites pas attention, vous laissez ça au soleil dans votre auto, puis là, vous vous rendez compte après quelques jours que la facture est rendue entièrement noire. C'est du papier d'impression thermique. Puis Thermal, ouais, c'est ça. ce papier-là est très cher. Donc, ça a des avantages pour certaines choses. Donc, c'est rapide, il n'y a pas de contact, ces choses-là. Mais ben, le papier est plus cher. Donc, on ne s'en sert pas pour des grosses impressions en général. J'en vends à mes clients des imprimantes thermales. J'ai beaucoup de magasins. Puis, dans le cas des restaurants en cuisine, on utilise encore le matriciel là, Oui, parce que la chaleur des plats ou des lumières ou des hottes fait que si tu imprimes ça sur du papier thermique, automatiquement, ça va virer au noir assez rapidement puis tu ne vois plus la commande. Fait que, non, c'est ça, t'as pas le choix d'un c'est restaurant, ça. c'est comme shit. Puis, Fait puis qu'évidemment. puis ce qu'on a encore dans un restaurant, c'est du papier multicopie. Donc, une copie blanche, une copie jaune, des fois même jusqu'à 3 copies parce que ça va à 3 endroits différents, là. Ouais. Donc, prochaine chose, c'est une slide qui nous montre rapidement l'évolution des imprimantes là, de 1904 à aujourd'hui, ben, 99. Évidemment, vous pouvez trouver cette image-là, je ne la décrirai pas, là, mais tu sais, on est parti de systèmes d'impression, puis tranquillement, pas vite, on y a adjoint d'autres fonctions. Là, parce que rappelez-vous, c'était toujours le côté entreprise qui était dirigeant des besoins. Donc, rapidement, on a adjoint la fonction fax qui était à peu près essentielle, puis qui dit fax dit photocopie parce que tu devais pouvoir copier le document que tu voulais Ouais, c'est ça. faxer. Donc, les tout-en-un sont apparus assez tôt dans l'histoire des imprimantes. Là, j'ai fait un gros bond là, de 76 à aujourd'hui Ouais, parce ouais. que entre les deux, personnellement, je trouve ça un peu inutile là, parce qu'il commence à y avoir des millions de sortes d'imprimantes, que ce C'est ça. soit laser, inkjet, tout ça. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui se servent d'imprimantes matricielles et c'est une des raisons que j'appréciais énormément, Patrice, et qu'on ne peut plus faire. Ben, pas qu'on peut plus faire, mais qu'on faisait tout le temps à l'époque. Tu te rappelles? Les fameuses banderoles de party de fête. Ben oui, parce que là, tes feuilles Hein? étaient déjà toutes attachées, là. Écoute, les Ben oui. logiciels qu'on avait pour designer ça, on rajoutait des étoiles, des ballons, puis Comment il s'appelait ce là, logiciel-là? Il y en avait un bien c'était-tu Corel populaire. Draw? Peut-être sur un PC. Il me semble, ah oui, mais Coreldraw, c'était un peu plus avancé comme Hmm, logiciel. Il y en avait des des plus plus de moins base, là. spécialisés. Ouais, c'est ça. Je me souviens d'en avoir eu un, mais moi, je Hey, n'étais pas puis un on tripait spécialiste, parce mais qu'on pouvait mettre l'écriture en rond, puis en ouais, ballon, puis ouais. en inversé, puis Ah, vois-tu, Queen Queen Bobette, Bobette c'est n'est pas Corel Draw, d'accord. Satan. Photoshop, gang.
faites-vous-en pas. À l'époque que j'ai étudié en design de mode, quand j'ai fait mon diplôme en design de mode, on était CorelDRAW, mais puis On à n'en cette parle plus, heure, plus à je cette me heure, suis non. rattrapé. Ensuite, ça en va un peu vers le futur, Patrice, parce que On va qui y dit arriver. imprimer dit où on s'en va. Et la tendance lourde, c'est qu'on voit apparaître tranquillement, pas vite, les imprimantes 3D. Ça fait quelques années qu'ils sont là. On a généralement deux technologies. On a la technologie par fil polymère et là, on a des 10 millions de sortes de polymères différents qui vont donner des caractéristiques différentes. Et on a aussi les imprimantes à UV, ultraviolet, qui utilisent un gel qui, lui, va réagir à la lumière, qui offre certains avantages. Là, on va se dire, ouais, mais pourquoi tu sautes d'imprimante ordinateur à l'impression 3D? C'est parce que, tranquillement, pas vite, on a une convergence qui commence à apparaître, qui n'est pas encore là, mais qui commence à apparaître dans lequel on veut adjoindre des fonctions multiples à un appareil. Donc, on va voir tranquillement, pas vite, apparaître des imprimantes qui vont être capables de faire du 3D, de l'impression sur papier, et ainsi de suite, avec des multiples buses. On voit ça aussi apparaître, ce qu'on appelle des engravers ou des lasers à graver, les Cricut de ce monde pour couper des décalques en vinyle, ces choses-là. Donc, tranquillement, pas vite, on a une multiplication des types d'impressions qui commencent à apparaître, puis en même temps, curieusement, une espèce de retour de convergence un peu comme l'histoire du tout en un. Cricut, c'est la vie. Je me retiens tellement à Queen Bobette pour pas m'en acheter. À tous les jours, je me dis non, non, t'as pas besoin de ça, t'as pas besoin de ça. C'est Mais quoi mon KitKat Dieu, pour mon... Cricut, c'est une imprimante de maison semi-professionnelle dans laquelle tu peux imprimer du vinyle. Donc, tu vas couper ton vinyle, puis là, tu fais des stencils, des montages. Puis là, ben, c'est pas juste du vinyle, là, tu peux aller dans du plastique, d'autres choses, là, mais OK. ça coupe ton plastique ou ton vinyle par impression. Donc, on a une convergence. On va aussi apparaître, Patrice, tu as dû nous entendre parler, tranquillement, pas vite, des imprimantes qui impriment à partir d'encre conductive d'électricité. Puis là, il y a tout un pan qui est en train de se développer pour faire de l'impression rapide de microcircuits. Et on va même jusqu'à imprimer des teintures dans des vêtements qui vont devenir des vêtements de type IoT, Internet des objets, dans lequel le vêtement va avoir des fonctions soit ludiques, divertissantes avec des lumières, ces choses-là, ou avec des capteurs intelligents pour pouvoir capter votre température, votre pouls, ces choses-là. Donc, on voit ce type d'impression se répandre. On a aussi, Patrice, l'apparition d'imprimantes à Ah nourriture. ouais. Oui, ça Ça, commence à faire c'est cool, ça. ça commence à faire son chemin. Évidemment, c'est complexe parce que pour le moment, le système peut supporter 4 ou 5 buses ou 4 ou 5 produits différents. On a une imprimante à pizza qui a été testée, qui fonctionne assez bien. Fait qu'on commence à avoir ce type de choses-là. Puis là, je ne sais pas si tu commences à voir ma tendance, où est-ce que je m'en vais, Patrice, mais écoute, ça s'en va quelque part. Il va y avoir des calories à la fin, c'est sûr. Il va falloir Non, aller non, faire il y a du des... vélo, là. Ouais, ils ont commencé à Queen Bobette à imprimer de la viande. On Ah est là. oui. Oui, oui, on est rendu là, Ils prennent Patrice. des fibres, des... On a l'impression de maison qui est en cours depuis quelques années. Ouais. Donc, on imprime des maisons préfabriquées sur place. On déplace un kit d'impression dans ta cour et on imprime. C'est pas encore très répandu parce que le système ne comprend pas d'isolation. Donc, ça Non, c'est devient ça. compliqué un peu pour notre climat, mais il y a une compagnie américaine, je crois à Boston, qui a trouvé une façon. Eux autres sont en usine et ils font comme des murs préfabriqués, des modules dans lesquels ils incluent l'isolation. Donc, ça va franchir dans les prochaines années, ça va devenir complètement fou. Puis, qui dit impression 3D, impression de maison, impression, on franchit une étape importante, c'est la restriction de la forme. Donc, en pouvant imprimer en 3D, on n'est plus restreint à des affaires Oui. très cubiques. On peut aller dans des formes un peu plus flyées. Ça va mettre une pression énorme sur les villes et les municipalités avec les codes de bâtiments Moi, je veux qui, une eux, maison veulent... du Hobbit. Ouais, ben c'est ça, tu comprends. Puis les villes sont assez frileuses à accepter, tu sais, si ta maison n'est pas rectangulaire, puis qu'elle est un peu weird, un peu,
Ça Ouais, peut être ouais. compliqué d'avoir les permis, donc ça risque de mettre la pression dans les prochaines années. On a un pan aussi qui est en cours de développement, qui est hyper intéressant, qui est les impressions métal. Donc, on commence à être capable Ouais, d'imprimer du titane et un paquet de types de métaux différents. Et c'est hyper utilisé dans le domaine de l'aérospatial, donc dans le ouais, développement ouais. des avions, des moteurs, ces choses-là. Et là, on a un pan complet qui est en train d'exploser parce que justement, comme je disais, comme on est plus restreint par l'obligation d'avoir un moule, ces choses-là, d'avoir un négatif, un positif, puis on peut aller beaucoup plus loin dans les formes, ben, on rentre dans des possibilités énormes pour ce qui est de la mécanique des fluides, donc tout ce qui est euh, fusée, déplacement, refroidissement, ces choses-là. Donc, on va avoir des percées absolument capotées à venir pour tout ce qui est moteur, développement fusée et autres dans les semaines à venir. Tu sais, On a des imprimantes. tu parles Vas-y. de métal, d'impression de métal. Je ne sais pas si ça s'applique, mais probablement qu'éventuellement ça s'appliquera. Mais tu sais, dans le métro de Montréal, avant que les nouveaux wagons soient achetés, là, la version BOA du métro, euh, les générations précédentes, ils ont eu un premier défi, c'est-à-dire que dans les premières générations, c'était des sabots de frein en bois qui devaient Mhm. refaire pour Refroidi à l'huile d'arachide. c'est ça. Puis après ça, éventuellement, bon, ils ont modifié les pièces parce que ça n'avait plus de bon sens. Là. Il fallait là, qu'il y ait des pièces plus faciles à s'approvisionner. Mais il est arrivé à un moment donné où il y a des pièces qui ne pouvaient plus s'approvisionner. Il n'y avait plus de fournisseurs. Les pièces étaient carrément usinées sur place ou faites sur place. Et c'est là que ce genre de technologie-là va être intéressante parce que tu ne peux pas te départir d'un matériel roulant comme ça facilement. Puis tu dois avoir une certaine pérennité Avoir d'avoir des une pièces. mini-usine de production sur place. Là, C'est ça, c'est c'est ça. excellent, c'est capoté. Puis, petit anecdote en passant, parce que mon père, ben, en fait, toute ma famille travaillait à l'STM. Le bruit qu'on entend, Patrice, quand Le le métro phasage, parle, là, oui, oui. le tout, 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 ce Présentement, c'est un n'est pas un enregistrement. haut-parleur. Ce n'est pas un haut-parleur. C'est une. Ben là, dans les nouveaux, ça se peut Ça qu'il y ait. l'est, oui, ça l'est. Ce l'est. Mais Mais ce avant, l'était pas non. dans les MR63 et MR69, les anciennes voitures de métro. C'était les phases électriques, les trois phases que le moteur électrique, quand le courant passait dans le moteur, ben, on avait la vibration de bou, bou, bou. Et c'est devenu emblématique du métro de Montréal, mais c'était absolument pas un speaker. Et c'était tellement emblématique, comme tu dis, que quand on a reçu les nouvelles voitures, la STM a décidé de garder a décidé de garder ce fameux son qui est un blasphème, qui est emblématique de Montréal, mais c'était un son de moteur, tout simplement. Oui, oui, oui. Alors, revenons. La prochaine impression qui commence à apparaître, c'est Ah l'impression de oui. tissus biologiques et organiques. Là, je vous rappelle, tout le monde, au fameux film du cinquième élément, lorsque la fille se fait imprimer complètement. On n'est pas là encore, mais on commence à imprimer. On a réussi à imprimer une oreille, un nez, ce genre de choses-là. Donc, des tissus hyper simples. Et généralement, on fabrique ce qu'on appelle un support de type biopolymère dans lequel on injecte des cellules souches par impression en même temps qu'on imprime le polymère. Et là, pendant quelques jours, semaines d'incubation, ce polymère-là se détruit, se défait et par-dessus se construit l'objet qu'on est en train de construire. Donc, on n'est pas encore à l'impression d'un cœur en direct, Non. mais on y arrive. On s'en va là bientôt. Les oreilles de Chris, ouais, ça doit être Ouais. excellent avec un peu de sel dans le poêle le soir. Il me semble de faire ça. Tu fais Ouais. ça à ton chum, regarde, j'ai imprimé ça dans le cours. Non. Ouais. On commence aussi, Patrice, à avoir des imprimantes moléculaires. Ouh. Donc, on commence à développer des imprimantes qui sont capables d'imprimer dans le domaine nanologique et qui nous permettent d'imprimer des matériaux intelligents, composites, par couche. Et évidemment, on n'est pas à l'impression de molécules complexes. On va se contenter de produits simples avec deux ou trois molécules par couche ou par enchevêtrement, mais ça promet beaucoup parce que ça, pour l'instant, le développement des microcircuits, des chips, les CPU, c'est fait par lithographie, donc un peu comme on développe une photo. On a une certaine limite à ce qu'on peut aller en rapetissant par rapport à l'ongle de la lumière qu'on émet pour pouvoir faire des tracés.
mais avec une impression moléculaire, on va probablement pouvoir dépasser ces limites-là, puis éventuellement se rendre à imprimer des produits complètement débiles. Et Dieu sait que la forme d'une molécule, son emplacement, la façon qu'elle est répartie va déterminer la propriété du matériau. Donc, je vous promets que dans les 10 prochaines années, on va avoir une panoplie de nouveaux matériaux qui vont voir le jour dans le domaine des piles, des batteries, de tout. Ça va devenir complètement débile. Aussi, des détecteurs qu'on va se coller à la peau pour avoir des informations sur notre santé. C'est complètement fou. Et où on s'en va, ma gang de vous autres? Patrice. Le synthétiseur de Star Trek. Ah oui, On déplacer n'est des pas objets là. d'un point A On à un n'est pas point B. là. Ben oui, ben oui. On n'est pas là. Mais est-ce qu'on peut, sans trop se tromper, se dire que d'ici une centaine d'années, on risque, il y a des chances qu'on soit capable de se beam me up une cuillère en métal ou un verre de vitre avec de l'eau dedans ou whatever. Peut-être pas aussi complexe que sors-moi un gâteau à la vanille et pouf, ça apparaît. Mais éventuellement, l'impression va être rendue à ce niveau-là, Patrice, je te le promets. Bon, on a Queen Bobette qui a vu la mouche. Moi, j'ai vu la mouche et je vais passer mon tour. Ça va bien se passer, Queen Bobette. Il suffit de juste pas être deux en même temps, faire une demande. Donc, puis de pas rentrer dans le synthétiseur pendant que la demande se fait. Fait que si tu achètes un motel micro-ondes, t'es correct, tant que le chat passe pas à côté. Fait que c'est tout, Patrice. C'était une présentation de l'historique des imprimantes.